1997. Jacques Chirac se sent à l'étroit, avec un gouvernement impopulaire. Il tente le tout pour le tout et au mois de mars dissout le Parlement avec une année d'avance, appelant à des élections législatives anticipées. Son épouse et ses enfants. Il partit pour Amsterdam, car depuis longtemps la flamme ne quittait jamais son âme. Ses droits, fallait qu'il réclame. Une nouvelle campagne électorale appelle de nouvelles actions. Et d'autant plus que simultanément s'organise la première marche européenne contre le chômage et la précarité, qui débouche sur une grande manifestation à Amsterdam. La marche est accompagnée par son propre dispositif de filmage, et les deux actions, qui coïncident avec le passage de la marche à Paris, sont filmées. Des tournages ont été organisés sur pratiquement toutes ces 15 marches. Certains de ces tournages étaient faits par des professionnels, d'autres étaient faits par des chômeurs qui n'avaient pour certains jamais tenu de caméra et qui ont tourné des images tout le long. Et tout le long, il y a eu des actions. Les actions qui ont eu à Paris, les actions d'occupation de logements vides, font partie d'une grande saga de plusieurs centaines d'actions pendant ces marches européennes. C'est une réquisition pour les jeunes de 18-25 dans le cadre de la marche européenne avec le CDSL, Comité des Sans-Logis Paris. Et donc, moi je suis rentré de la marche de Grenoble il y a 8 jours pour préparer l'action avec mes potes du comité. Hier soir, on est rentré à 3 dans les lieux pour ouvrir. Lorsque je vois les luttes de droit au logement, c'est une façon aussi de manier des métaphores. Il y a des logements vides et on va occuper ces logements vides pour permettre à des personnes de s'y installer, des personnes mal logées ou sans logis. Donc, tout de suite, la forme même de la lutte, c'est la création d'une image. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre ce qui, dans une société, t'est refusé. Donc c'est plus fort qu'un maniement habile des images. Il s'agit vraiment d'incarner à travers les formes, les modalités de l'action, un fond, un contenu, des exigences, une perspective pour une autre société. Mais les hommes de l'État ont visiblement tiré leur propre bilan de l'affaire du Dragon, et les choses ne se passeront pas de la même manière. Les forces de l'ordre ont finalement évacué les 2 immeubles, occupés le matin par le comité des sans-logis et l'après-midi par droit au logement. 3 militants, dont un marcheur, seront inculpés de rébellion et violence avec armes par destination. Alain Juppé perd les élections. La fracture sociale, les quelques petites avancées permises par l'effet du Dragon, deviennent de l'histoire. Deuxième vague de réquisition en janvier 96, parce qu'on disait 500, vous rigolez quand même, on a des millions de mal logés, hein, donc ils en font une deuxième vague, ils en mettent 700. Bon. Et puis depuis janvier 96, on attend une troisième vague de réquisition. Plus consistant, de 1000 ou 1500 réquisitions. Elle n'est jamais venue. Chirac a dissous l'Assemblée nationale. Bon. Et puis la gauche est allée au pouvoir. Donc on attendait de la gauche qu'elle réquisitionne. Elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait, elle ne veut pas le faire. Elle dit c'est pas une politique du logement. Mais nous on n'a jamais dit que c'était une politique du logement la réquisition. On dit c'est une politique d'urgence. Quand on a des gens qui sont en grande détresse et en danger, il faut réquisitionner. On a des familles qui vivent dans des logements où les gosses sont en situation de danger parce que c'est des peintures au plomb, il faut les reloger en urgence, c'est la réquisition. Quand on a des familles qui sont jetées à la rue, plutôt que de les placer dans des hôtels à 500 francs, 300 francs la nuit, ce qui fait 9000 francs par mois, voire 2 chambres si c'est une famille avec plusieurs enfants, ça fait entre 15 et 18 000 francs par mois, qui vont être payés une partie par la famille, qui va y passer quasiment toutes ses économies, et l'autre partie par les services sociaux. C'est pas une solution non plus, il faut des logements. Quand on prend des familles qu'on les met dans des centres d'hébergement d'urgence, et ou des centres d'hébergement même moyenne durée de quelques mois, et qu'au bout de 6 mois, la durée légale et subventionnée d'hébergement est terminée, on fout la famille dehors parce qu'on n'a pas d'autre solution. Il faut réquisitionner. On y va, vite, vite.
Sylvie Carlier a suivi les actions du DAL pendant toute l'année 1998. Son film remarquable, extrêmement riche en thèmes et en personnages, est le plus récent des documentaires longs faits sur l'association. Pourquoi le mal logement? Je pense que c'est par l'intermédiaire de Léon Schwarzenberg, que je connais un peu, et donc voilà, à force d'aller dans les manifestations, et donc prendre contact avec le DAL, et puis voilà, quand on fait des films, on finit par avoir envie de creuser un petit peu plus comment il fonctionne et pourquoi il y a besoin d'une association, pourquoi il y a besoin d'une telle association aussi, c'est-à-dire pourquoi le problème est probablement suffisamment grave pour avoir suscité ce besoin d'une réaction des premiers concernés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à creuser, enfin qu'il y a un vrai problème, quoi. Nous sommes ici dans les locaux de la Sablière. La Sablière, c'est un organisme HLM qui, entre autres, une partie... Souvent, l'enjeu de ces actions est de maintenir la pression auprès de quelques verrous du mal logement, notamment les préfectures et les offices et sociétés HLM. Les procédures d'attribution de tout ce beau monde restent notoirement opaques. Ce papier de garantie de relogement des familles. On va rester. On va rester. Hein? On va rester. On va dormir ici. Après, non, à l'inverse, c'est plutôt des très bons souvenirs dans les actions, notamment à la Sablière. Tu es resté la nuit là-bas ou... Je suis restée oui, ils sont restés longtemps. Je suis restée plusieurs jours, mais ils sont restés beaucoup plus. Hein. Oui. C'est ça qui m'a frappée, c'est une espèce d'organisation. Il y avait plein d'Africains et surtout plein d'Africaines. Il y a beaucoup de femmes qui s'engagent et qui donnent leur temps et leur énergie. Et du coup, une fois que tout le monde est installé dans les couloirs, dans le hall, etc., c'est très sympathique, ça discute, il y a plein d'enfants, et même j'étais frappée, enfin, des tout petits bébés, et elles s'organisent, rien n'est compliqué, et voilà, quoi, et la vie s'installe, et effectivement, j'imagine que ça doit être très déstabilisant pour le bailleur qui se retrouve envahi, occupé, quoi, parce qu'on a vraiment l'impression qu'ils peuvent rester là des semaines sans que ce soit un problème, quoi. Oui, droit au logement, bonjour. Sylvie a aussi réussi à pointer le débat qui a paralysé la politique du logement du gouvernement de Jospin. Pour ce gouvernement, la nécessité de construire ou d'attribuer des logements sociaux est tout entièrement asservie à un concept très politiquement correct, la préservation de la mixité sociale. Ce concept est le prétexte idéal pour ne pas construire du logement social. Et là où des familles exclues occupent des logements sociaux vides, pour les en expulser. Il ne faut pas oublier que les textes législatifs sont votés par le Parlement, que le gouvernement est issu directement de la majorité parlementaire et qu'au sein du Parlement, pour 360 députés, vous en avez 313 qui sont députés maires. Ce qui explique beaucoup sur l'immobilisme en matière législative, en ce qui concerne tout ce qui a rapport avec l'immobilier, ce qui explique aussi beaucoup les phénomènes de spéculation immobilière. Le maire, lui, il doit donner son aval pour la réalisation d'un logement social. Donc sur un logement très social, il va dire non. Et pourquoi il va dire non? Parce que pour lui, un pauvre, c'est pas rentable. Que bon, au niveau impôts locaux, etc., il va pas payer grand-chose. Ça coûte cher. Parce que bon, il y a des aides sociales, donc le service social, il est sollicité beaucoup plus que pour un ménage moyen. Et pour peu que ce soit une famille immigrée, bon là, donc ils votent pas. Hein, donc sur le plan électoral, aucun intérêt. Et d'ailleurs, sur le plan électoral, aucun intérêt parce qu'ils votent pas, mais également parce qu'il peut y avoir une réaction de rejet autour, dans le quartier, où les gens vont dire sanctionner le maire, ils peuvent sanctionner le maire parce qu'il a accepté de loger des ménages pauvres dans un quartier, je sais pas moi, où il y a des pavillons par exemple. Hein. Bon, on a eu des pétitions, aussi bien dans le 8e, dans le 16e que, je sais pas, à Rissorangis, parce qu'il y avait des logements très sociaux et que bon, on allait loger les ménages pauvres. Voilà. Vous savez, une famille de classe moyenne qui ont les 2 gamins à la crèche et qui ont les enfants au conservatoire de musique coûte plus cher à la commune qu'un cas social. Hein. Faut quand même rappeler les vérités. C'est plutôt en termes d'image sociologique.
La peur que toutes les personnes pauvres soient potentiellement des délinquants, posent des problèmes, tirent l'image de la commune vers le bas, etc. Donc ça, moi j'ai jamais cru que la solidarité était un grand élan généreux partagé avec tout le monde, parce que sinon il n'y aurait pas besoin d'État. La mixité sociale, ça gêne. Ça, dans les discours, ça plaît. Quand c'est pas chez soi, ce qui gêne, c'est de réouvrir une société où on est en vie commune avec des gens qui ressemblent pas toujours à notre niveau de vie, qui n'ont pas toujours notre niveau socioculturel et dont parfois on aimerait mieux ignorer l'existence. Or, tout a été fait dans l'urbanisation des années 70 et poursuivi, plus subi par la loi du marché que voulu, mais n'empêche que c'est comme ça ce qui se passe. La ségrégation sociale est devenue encore plus spatiale qu'auparavant. Il faut donc inverser ça. Mais ça perturbe. Ils sont tous pour la mixité sociale, mais ils aimeraient mieux que les HLM ne soient pas à côté de chez eux. La loi exclusion a prévu que désormais, pour toute attribution, serait pris en compte le critère de mixité sociale. Et mixité sociale dans les HLM, ça ne veut pas dire moins de riches, ça veut dire moins de pauvres. Ça veut dire moins de pauvres. Et donc, ça veut dire moins de logements sociaux. Sylvie a aussi été la dernière personne à filmer François Breteau. On peut considérer que l'invasion de cet immeuble est illégale, mais est-ce qu'elle est illégitime? La question reste posée. Et en étant toujours à la marge, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais historiquement, on a fait avancer la notion de droit au logement, la notion de revendication d'un véritable droit au logement, puisque maintenant, il est inscrit dans le bloc de constitutionnalité. De telle sorte que ce qui était illégal en 1980 est maintenant légal. François Breteau est mort 2 mois après ce tournage. Tout au long de l'histoire du DAL, il s'est donné sans compter à l'association et à la lutte pour que l'accès au logement décent soit considéré comme un droit. J'ai ressenti sa disparition comme une lourde perte, et je crois que ce sentiment était partagé par tous ceux qui l'ont connu. Inacceptable, intolérable et invivable. Aujourd'hui, des sans-logis, c'est une action aussi en mémoire de notre camarade François Breteau, qui nous a quittés fin août. Et je crois qu'à partir de 99, il y a une régression des mouvements sociaux dont les acteurs sont des exclus. C'est le cas des mal-logés, des sans-logis, des chômeurs. Régression de ces mouvements. D'autre part, il y a une usure de l'utilisation des médias. Y compris, il y a dans l'utilisation même des médias, même si elle est nécessaire, même si la conquête de l'image est nécessaire dans cette société précisément, en même temps il y a des effets pervers qui sont progressivement un enfermement des acteurs dans la quête du spectaculaire. Je crois que pour nous, le phénomène le plus important, c'est la lisibilité de l'action collective. Pourquoi des mal-logés et des sans-logis vont occuper la rue du Dragon? Pourquoi des sans-papiers vont occuper l'église Saint-Bernard? Pourquoi des chômeurs vont occuper une ANPL, etc. Je veux dire qu'à chaque fois, il faut avoir ce souci de n'utiliser les médias, à notre avis, qu'à des fins de lisibilité et de compréhension par le plus grand nombre d'individus. Tant qu'on n'aura pas, nous, réseaux, etc., la capacité de créer nos propres médias alternatifs, de multiplier nos modes de moyens d'information, etc., on aura, hélas, je dis bien hélas, l'obligation de recourir à des médias traditionnels pour populariser une lutte. Je crois qu'il faut qu'on amorce ce passage, qui à la limite est en train d'avancer petit à petit, que les médias alternatifs qui se créent, des télés alternatives, radio, canard, etc., se multiplient pour qu'on ait plus à recourir de façon systématique aux grands médias. Comme le suggère Jean-Claude, quelques expériences de ces médias alternatives, proches du mouvement social, ont déjà vu le jour. Si le gouvernement décide de le faire et décide de réquisitionner cet immeuble, peut accueillir une soixantaine de sans-abri. Oui, il était classe, entre l'automne 98 et le printemps 99, Ondes sans frontières diffusait sur l'Est parisien quelques heures par soirée. Un groupe de journalistes et de militants
s'est constitué pour produire une émission hebdomadaire, la télé du DAL. Eh oui, ça c'est en effet... Ok. Bon, raconte-nous ça alors. Donc là, c'était la première fois où je me retrouvais en tant que caméraman, en tant que journaliste, entre guillemets, alors qu'avant j'étais militant. Ouais. Donc en effet, je ne savais pas encore très bien que lorsqu'on était caméraman, il fallait se garder une certaine distance des événements, histoire de ne pas être mêlé de trop près. Et donc mon premier réflexe quand les flics sont arrivés, ça a été de me précipiter devant, comme je faisais avant, mais avec la caméra. Et donc en effet, on voit donc que les images ne sont pas bien stables, parce qu'en effet, je me suis retrouvé en plein milieu de la mêlée, en train d'essayer de gérer d'un côté ce qui se passait avec les flics, et de l'autre une image, et bien sûr ça ne le faisait pas du tout. Donc après ça, j'avais compris qu'en effet, il fallait garder un certain recul vis-à-vis de l'événement, si on voulait couvrir l'événement, et ne plus donc faire partie de l'événement même, dans une lutte du DAL. T'avais été militant depuis quand ? Moi, ça faisait, j'ai donc passé 5 ans au DAL, j'avais commencé à militer au DAL en 91 au Quai de la Gare. Je suis arrivé pour le premier jour du Quai de la Gare, et puis j'ai mis un petit doigt dedans pour aider, comme ça au départ, sans même connaître le DAL. Et puis quand tu rencontres les familles, quand tu rencontres les militants, que tu es dans une lutte réelle, avec de la vie, le lendemain quand tu te réveilles, tu dis merde, qu'est-ce qu'ils deviennent tous ces gens-là, et tu y retournes, et puis voilà, 5 ans après, j'y étais encore. Donc j'étais plus vraiment au DAL, j'avais pris de la distance parce que 5 ans de militantisme, 24 heures sur 24, au bout d'un moment ça use. Je commençais à avoir donc un petit peu de difficultés pour faire un certain nombre de trucs, des petits désaccords, des choses qui sont normales au bout d'un certain nombre d'années. Et donc là j'étais un peu en retrait, c'est pour ça que lorsqu'on m'avait proposé de couvrir pour des émissions sur OSF, une émission pour le DAL et de m'en occuper, ça m'avait tout à fait intéressé, ça me permettait comme ça de rester un petit peu dans le mouvement, sans être militant comme je l'étais auparavant, sauf qu'en effet là, on voit que mes vieux réflexes reviennent immédiatement au galop et que je me suis retrouvé au mauvais endroit. Le 5e là-bas, il a réussi à tirer le volet, et là, ici en bas, là, il y a eu 6-7 voitures qui ont brûlé. Regarde le trottoir, et même là, donc on était une petite équipe très légère, c'était Rafik, un des copains qui militait lui encore au DAL, il était toujours membre actif, j'allais dire, et donc c'était avec ma caméra, puisque les moyens qu'on avait étaient nos moyens personnels, tout bêtement, hein. Le DAL me payait les cassettes, donc là c'est sur autre chose, c'est l'AG du DAL, Monseigneur Gaillot, s'écrase, baissent les bras, sont soumis, c'est du pain béni pour les pouvoirs publics. Mais quand les mal logés redressent la tête, se montrent responsables, se mobilisent, alors là, les gens du pouvoir font attention et prennent peur parfois. Une manifestation 15 mars. À peu près, 90 à 100 000 jugements d'expulsion sont rendus chaque année dans notre pays. Ça fait 90 000 familles. Et concrètement, après-demain, on est le 15 mars, c'est la fin de la trêve hivernale. Combien il y a de personnes qui sont... Dieudonné et Miu derrière. Et là, Paris, qui était une des militantes du DAL, une des copines, qui faisait les interviews pour moi. Je me contentais, moi, de tenir la caméra. Je laissais la partie intellectuelle, entre guillemets, au reste de l'équipe. On a des statistiques, on sait que c'est aux alentours de 5000 chaque année qui sont expulsés par la police, physiquement. Mais t'en as la moitié qui partent parce que le commissaire leur envoie une lettre en disant écoutez, ça y est, hein, vous me rendez les clés parce que sinon je vais venir, le préfet a autorisé l'expulsion. Il y a ceux qui sont partis encore avant parce que l'huissier est venu, il a frappé à la porte en disant maintenant il faut partir, sinon j'appelle la force publique, la force armée. Donc je veux dire, toute l'expulsion, c'est pour ça que on dit les gens quittent leur logement de gré ou de force. De gré, c'est parce qu'ils ont peur, quoi. 1h30 d'émission. Ouais. Entre 1h et 1h30, c'était... Et comment c'était organisé ? Donc c'était principalement une émission qui était faite sur le plateau, c'est-à-dire qu'on avait des invités, on passait
généralement, c'était un petit reportage d'actualité sur un des événements qui avait lieu dans les 15 jours qui avaient précédé. Bon, c'est ça qu'on voit là. Ce sont les petits reportages qu'on voit là. Tu penses que c'est nécessaire d'être salarié ou un truc comme ça peut fonctionner sans forcément avoir des salariés ou de noyaux? Moi, je pense que ça peut fonctionner sans salariés. Alors, ça dépend si on parle de l'émission du DAL ou si on parle d'OSF. Parce que l'émission du DAL, finalement, OSF avait... enfin, le DAL avait pris contact avec OSF, je ne me souviens plus dans quelles conditions. Moi, finalement, j'ai assuré la partie technique, mais j'ai jamais eu de contact avec OSF, à part le gars qui m'a expliqué vite fait comment on faisait les trucs. Voilà, on est arrivé, il disait bon bah voilà, le studio est à vous jusqu'à 22h, bon faites pas de conneries les gars, nous on y va. Donc voilà, on se retrouvait quasiment tout seul. Heureusement, de temps en temps, il y avait des curieux qui venaient, qui s'y connaissaient un peu plus, puisqu'ils venaient voir un peu toutes les émissions, donc quand il y avait un problème, ils disaient ah ouais non, il faut toucher le truc qui est là-bas. Alors, on avait touché le truc qui est là-bas. De temps en temps, il y avait des matériels qui cramaient, brutalement, on arrêtait tous, il y avait une grosse fumée qui montait, donc voilà, on changeait le truc. Ah bah, il y en a un là qui a l'air de marcher, on rebranchait, puis ça repartait pour un tour. C'était très folklorique. Je pense que pour OSF, c'est vrai qu'avoir un minimum de gens salariés, de techniciens, c'est important, parce que bon, les techniciens peuvent déjà assurer une technique de base, avoir une qualité de base, et en plus peuvent faire la formation des gens qui viennent. Donc, mais après, les associations, ça peut fonctionner de manière militante à condition. Moi, je pense que ça peut tout à fait fonctionner de manière militante, mais il faut l'enthousiasme et puis il faut un minimum de fonds pour. Et en réalité, il faut une caméra numérique et un ordinateur. Voilà. Une autre télé locale, associative, fonctionnait à partir d'un squat théâtral et artistique dans le 20e arrondissement. Directement par l'intervention des citoyens. Je voudrais parler, on dira des salariés, des chômeurs. On a marre des hôtels et des dégueulasses. Il y a des dégueulasses, il y a les cafards, il y a les serrures, il y a les passes, il y a tout. Oh bébé, oh nana. Alors Télébocal, ça a démarré en mai 95 avec le regroupement de plusieurs associations à partir du lieu ici à Goumenbis, qui est un lieu culturel qui regroupe des associations autour du théâtre, de la vidéo, etc. Donc on a fait un programme commun qu'on a diffusé ici. Les gens sont venus voir ce numéro et puis depuis mai 95, ça n'arrête pas et maintenant c'est diffusé un peu partout dans plein de lieux publics à Paris qui sont en majorité des bars mais aussi des lieux culturels et aussi vers la province. On a aussi pas mal de villes en province qui diffusent la cassette de Télébocal, qui est un programme d'1 heure, un mensuel à base d'actualités de quartier et puis des sujets qu'on traite dans les milieux précaires, j'allais dire, et comme on a vu là sur les images tournées samedi dernier, quoi. Étant nous-mêmes dans des secteurs précaires, on se sent très proche en fait de tous les gens qui sont en manque de quelque chose, soit en manque d'un toit, soit en manque du travail, soit qui vivent mal dans cette société, etc. Des gens qui trouvent pas leur place, quoi. Et ça nous paraît naturel que d'être aux côtés de ces gens-là. Parce qu'en même temps, on peut considérer que les télés les traitent ces sujets différemment ou les traitent pas du tout, et l'angle est complètement différent à Télébocal. Ça veut dire que quand on part sur une occupation avec les gens du DAL et les familles, s'il faut y passer 1 heure, on y passera 1 heure, mais par contre s'il faut y rester et dormir sur place, on restera. On va pas aller flasher l'actualité ou ce qui se passe, on va pas flasher en forme de faits divers, mais on va plutôt faire un reportage assez où on voit. C'est des gens qui s'expriment et qui parlent de leurs problèmes, etc. et à quoi ils arrivent et on comprend un peu d'où ils viennent, qui ils sont, etc. J'habite à 8 ans là. Où ça? 108 Rebelle Villa. Et normalement, ils sont pas droits, moi d'hiver. Ils sont pas droits. Elles mettent les gens, les enfants dans la rue, ça c'est pas.
Et donc là, vous vivez dehors, c'est passé? Ben, ils ont dit il faut qu'on sorte. Chaillot en avril 99, vous avez pris des images, vous étiez en première ligne, là. Vous vous mettez exprès sous les patraques ou comment vous faites là? C'est juste la volonté d'être tout près des gens que... Avec la caméra, ouais. C'est vrai que l'axe choisi par la caméra, il est assez central et c'est vrai qu'on imagine mal une caméra qui n'est pas au cœur vraiment de ce qui se passe, quoi. Et ça fait la différence aussi avec les télévisions, quoi. Là, on est avec les gens, la caméra, elle bouge, elle fait partie, elle vit aussi au même rythme que les gens. Et donc moi, c'est vraiment un truc voulu que d'être à l'intérieur toujours de l'action, au centre de l'action, quoi. Doucement, on n'est pas violent, nous, moi. Très bon, si je plaît. Ouais, ça y est, vous allez voir. Attention. Et c'est pour ça aussi que Babar a gagné son procès aussi à Chaillot, c'est grâce aux images. Oui. Parce qu'on avait toute l'histoire de ça, et c'est vrai que les images étaient tellement parlantes que tu Cérès qui tape, tu vois, directement sur le bras d'un mec qui lui casse le bras. Tu vois, et même si les images sont pas une preuve, bien souvent elles ont servi. C'est pour ça que des fois, de se trouver à des endroits, et si l'image peut servir à des gens qui n'ont pas de quoi se défendre, etc., on dit que c'est aussi la force des pauvres, aussi, l'image. Alors aujourd'hui, je viens soutenir Jean-Baptiste Thérault, qui a eu le poignet fracturé au cours de cette manifestation par des coups de matraque répétés. Il avait mis sa main sur sa tête, comme la plupart des gens qui ont peur de recevoir des coups sur le crâne, et on l'a tapé à plusieurs reprises sur le poignet. Alors là, on se rend compte que le ministre de l'Intérieur, Chevènement, depuis qu'il a ressuscité de son accident d'anesthésie, on a l'impression qu'il a une nouvelle vie, et qu'il essaye de rattraper les coups qu'il n'a pas pu donner pendant le temps de son hospitalisation. C'était beaucoup plus cool du temps de la droite. Il faut reconnaître que depuis la gauche, ça s'accélère. On ne peut... Tout à fait paradoxal. Si vous occupez un bâtiment aujourd'hui, dans les heures qui suivent, vous êtes délogé. On ne discute même pas. Non, on m'a cherché de venir voir ce qui se passait parce que tout le monde est un peu perdu. Des fois, c'est assez délirant, les flics qui réagissent à chaque fois. Ça dépend des cas, mais c'est vrai que comme on est au cœur de l'action, ils ont plutôt tendance à vouloir nous piquer la cassette tout le temps, et on est plutôt un peu dans le danger, quoi, parce que c'est vrai qu'ils aiment pas être filmés, on est très proches, on montre évidemment que eux ils sont violents et qui frappent vraiment sur les gens. Donc c'est vrai que ces images-là, s'ils peuvent les choper à un moment donné, ils n'hésitent pas, quoi. Et nous, on a une petite caméra, tu vois, on fait pas très professionnel, même quand on dit qu'on est journaliste, qu'on travaille pour Télébocal, c'est toute une recherche pour eux, ils comprennent pas ce que c'est. On est journaliste. On a la carte. Où est votre carte? Je l'ai. Où est votre carte? Laissez-moi Où est votre carte? Sortez la carte. Laissez-moi la sorte. Non mais ils veulent pécho la cassette. Ouais, tu dois me la donner à un moment donné. Ils veulent pécho la cassette là. Reste là, file de loin. Ah, ils vont repérer là, faut prendre la cassette là, ils vont la pécho. C'est la loi. C'est la loi. Toi qui t'enlises pas. Toi qui t'enlises pas. Le 4 novembre 2000 se fêtent les 10 ans de la fondation du DAL. Nous sommes à la cartoucherie de Vincennes, une journée ensoleillée, dans les locaux d'Ariane Mouchkine. C'est l'occasion de projeter un coupé-collé d'images qui sera la toute première version du film que vous êtes en train de regarder. Un an plus tard, une autre histoire d'expulsion de squatters d'HLM dans une commune de gauche, cette fois à la cité des 4000 à la Courneuve. Ivora Kuzak, membre de Télésaléa, a voulu suivre l'affaire. Or, Ivora vient de passer 10 ans en Irlande et était peu au courant des mœurs et des pratiques de la police française.
Elle pensait naïvement que dans un pays qui se dit démocratique, berceau des droits de l'homme, etc., elle avait le droit de filmer ce qu'elle voulait sur la voie publique. Elle s'est heurtée de manière répétée à une nouvelle volonté affichée par la police. Après le procès gagné par Jean-Baptiste Ayrault, sur la base d'images vidéo tournées par Délé Bocal, il fallait supprimer jusqu'à la possibilité même de faire des images. Ce que fait la police en France, personne ne doit pouvoir le voir ou l'examiner après coup. Alors, Zaléa TV, c'est une télé toute jeune, elle a 3 ans. C'est une télévision associative qui se bat pour la liberté d'expression, de communication audiovisuelle, qui propose en fait d'ouvrir la diffusion télévisuelle à tout citoyen. Alors c'était en octobre, c'était fin octobre 2001. Et en fait on a eu un coup de fil de Jérôme, qui s'occupe donc du 93 surtout, au DAL, et qui nous a dit voilà, on est au courant, il va y avoir des expulsions à la Courneuve, il y a une centaine de familles qui squattent et il va y avoir des grosses expulsions. La Courneuve, c'est les 4000. La Courneuve, c'est à la cité des 4000, à la Courneuve. C'était une réunion ici, donc quelqu'un a dit tiens, il va y avoir ça, qui s'intéresse. Moi je me suis dit allez, tiens, je connaissais pas du tout le problème, je connaissais pas du tout la Courneuve, la cité des 4000. Donc je me pointe un matin, donc à 6h du mat, là-bas. Et ça a duré plusieurs jours où tous les matins, on était sur place à 6h du mat, même avant, à 5h30. Voilà, pour être là au cas où il y aurait des expulsions. Rien n'était complètement sûr, mais quand même, il y avait eu un matin, il y a eu des camions de déménagement qui sont arrivés, mais bon, ils sont repartis, il ne s'est rien passé. Est-ce qu'ils ont reculé un peu la date? En tout cas, c'était donc 2 jours avant la trêve d'hiver, c'est le 30 octobre. Ils ont débarqué. Il y avait, je sais pas... En force, ouais. Je me rappelle plus combien de cars il y avait, mais c'était impressionnant. Enfin, c'est vrai que moi, j'étais pas trop habituée non plus à ce genre de choses. Et puis, c'est à 6h du matin, les voir débarquer tout casqué, bouclier à la main, c'est assez impressionnant. Et puis il y a des gens qui t'ont pris à part tout de suite, quasiment. Tout de suite, ouais, parce qu'en plus il faisait nuit, j'avais mis le night shot qui fait un truc rouge sur la caméra, donc évidemment si je braquais vers la police, enfin moi je vois arriver tous ces trucs, j'étais là, on voit dans les images, ça bouge un peu dans tous les sens et je sais plus trop quoi filmer, qu'est-ce qui se passe, et puis tout de suite, je pense que c'est le commissaire est arrivé vers moi, il m'a arraché la caméra. Arrêtez de filmez pas. Et ensuite, il a ordonné qu'on me fasse effacer ce que je venais de filmer. C'est-à-dire juste l'arrivée de la police et surtout lui qui venait de m'arracher la caméra, parce qu'il a dû se dire merde, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Comme ça. Donc ce qu'on voit dans la cassette, c'est toi en fait effaçant tes images. Voilà. Toi tu suis les familles. Ouais. Les familles demandent leur logement, il y a des différents rassemblements devant la mairie, devant les préfectures, différentes choses. Et la scène suivante, c'est... Pareil, c'était à Bobigny, à la préfecture. Oui. Aussi... Ah oui, c'est ça, il y avait un rassemblement devant la préfecture de Bobigny. Voilà, un rassemblement, ça c'était très vite. Et écarté aussi de façon un peu musclée. Ouais, enfin c'est vraiment, on voit un gant qui s'abat sur la caméra. Et moi, là j'étais de dos par rapport à la police, donc je les filmais pas, moi je filmais simplement ce qui se passait. Et c'était, alors je sais pas comment elle s'appelle, Micheline, qui explique que le préfet va pas les recevoir. Et après, on m'agrippe la caméra et... Bon, le conseil général refuse de nous recevoir. Attendez. Le conseil général refuse de nous recevoir. Il nous l'a signifié par la police interposée, évidemment. Il n'est pas venu directement nous le dire. C'est pas la première fois. Et il ne nous semble pas normal qu'ils ne nous reçoivent pas. Donc je pense qu'on reviendra. On ne sait pas quand, mais on reviendra et on exigera d'être reçus. Parce que c'est quand même lui qui est en charge
de tout ce qui se concerne l'aide sociale à l'enfance. Voilà. Attends. Doucement. Par contre, le sous-préfet de Seine-Saint-Denis nous reçoit ce soir à 17h. Une délégation est prévue avec... Attendez, oh, s'il vous plaît. Monsieur, non, il a assis à la porte. Laissez ça là. Laissez-la. On dit doucement là. Lâchez la caméra. Mets-toi là, tu as filmé. Non, c'est pas vrai ça. Au logement, les négociations ne s'ouvrent pas, il n'y a pas de discussion. La mairie, apparemment, c'est la mairie de La Courneuve qui faisait le saut d'oreille. Ouais, la mairie ne voulait absolument pas bouger. Et devant la mairie aussi, on vient me dire aussi, arrêtez de filmer. Et après, il y a cette séquence au centre de sport. Au centre de sport, donc effectivement, ça c'était un peu plus d'une semaine après. Non, c'était une semaine après, ouais, c'était le 8 novembre. Et il y a eu donc une action, comme rien ne bougeait, les familles avaient eu 5 nuits d'hôtel, ouais. Rien ne bougeait, donc ils ont décidé de faire une action un peu plus coup de poing, quoi. Et donc ils ont investi un gymnase près du RER La Courneuve. Je vous appelle pour vous dire qu'on occupe là un gymnase à La Courneuve suite à l'expulsion des familles de La Courneuve, là, de la cité des 4000. Alors pour le moment, on vous demande de rester là, de ne pas bouger. Hein, et que si jamais il y a la police qui vient, alors c'est dans la pire des hypothèses, hein, mais si la police vient et nous évacue, on reste tranquille, quoi, pas de violence vis-à-vis de la police. La police va faire de la provocation comme à chaque fois, mais vous ne répondez pas à cette provocation, d'accord? Au fond, on se demandait s'ils allaient venir ou pas, ou qu'est-ce qui se tramait. Puis ils sont rentrés direct, on les entend d'ailleurs, la caméra, le DAL, les gens du DAL, la caméra, mettez-les dans un coin, enfin tout de suite on nous a sauté dessus avant de faire bouger qui que ce soit, et on m'a mise dans un coin, baissez la caméra, arrêtez, enfin c'était... Et que tu es dedans, non? Parce que ouais, d'abord ils me mettent dans un coin en me disant vous allez sortir, et ils me poussent dans un coin. Alors bon, c'était pas évident, et puis après ils me prennent à deux et effectivement ils me tirent. Sortant, bon là j'ai la caméra allumée, mais dès qu'ils sont rentrés, hein, moi je les ai pas filmés, hein. Déjà j'avais pas envie de braquer la caméra, je savais que j'allais me faire maltraiter si je le faisais, mais je me suis dit bon, je vais la laisser tourner au cas où il se passe quelque chose. Si la presse fait mon travail, vous me laissez faire votre travail, s'il vous plaît. Vous allez sortir. Vous me la bloquez. Vous me laissez faire mon travail, je fais mon travail, je suis la presse. Bon, effectivement, ils n'ont pas été très délicats, et surtout c'était... Enfin bon, moi on m'a poussé contre une grille à l'extérieur, donc la grille qui entourait le gymnase, et coincé là, et tout d'un coup ils se sautent à 4 sur moi et ils me tirent tous la caméra, mais dans tous les sens. Vous me lâchez, non! Non, lâchez-moi monsieur, lâchez-moi! Non, vous me lâchez! Sans même me demander de la donner, quoi. Ça j'ai pas compris du tout. Et on me tirait dans tous les sens, on me poussait contre cette grille où j'étais, un mec qui me tenait comme ça, hein, qui m'avait mis comme... Non, je sais plus, mais j'étais complètement collée contre la grille et écartelée avec les autres qui tiraient sur la caméra. J'avais même la main presque coincée dedans, enfin c'était... Et personne me demandait simplement
donner la caméra et du coup elle a été un peu elle-même écartelée en petits morceaux, quoi. Et bon, c'est là que ça coupe, et après une fois qu'ils ont eu la caméra, ils m'ont relâché complètement, quoi. Donc t'as pas de garde à vue, pas de contrôle d'identité, des choses comme ça? Non, rien du tout. Donc ils ont gardé la caméra. Alors moi, une fois que je me suis libérée un peu, j'ai commencé à regarder autour de moi, et c'était assez hallucinant parce que ils étaient en train de sortir tout le monde en tenant comme ça par les jambes et par les bras, comme ça, des femmes avec les enfants accrochés dessus, les enfants pieds nus dans l'herbe aussi qui pleuraient. Enfin, ça criait parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. Ça criait de partout. C'était assez terrible. Il y avait quand même 80 policiers sur le coup. Et donc la caméra, ils l'ont gardée une demi-heure. Alors c'était pareil, c'était le temps ils n'arrivaient pas à l'ouvrir parce qu'évidemment ils avaient arraché la batterie qui était dans l'air. Alors ils commençaient à me tanner, donnez-nous la batterie. Je l'avais pas, enfin bon. Ils l'ont retrouvée, ils ont sorti la cassette, ils m'ont rendu la caméra cassée, ouais. Et ils ont gardé la cassette? Et ils ont gardé la cassette, ils l'ont gardée 3 semaines. Et t'as fait quelle démarche pour l'obtenir? J'ai fait quelle démarche? Moi j'étais quand même très choquée de ce traitement qui m'avait infligé. Donc j'étais à l'IGS en fait. Porter plainte, bon aussi par rapport à la caméra qu'ils avaient cassée. Donc ça c'est Michel qui allait aussi lui déposer une plainte. Et puis moi j'avais quand même quelques bleus et voilà, j'étais vraiment... J'avais mal au dos, surtout j'étais super choquée, quoi. Ça m'a complètement rétamée. Vraiment, je le raconte, c'est marrant, mais sur le coup, enfin même quand je vois les images à chaque fois, c'est dur. Mais du coup, donc c'est par l'IGS qui a fait un peu pression quand même sur le commissariat. J'ai eu du mal, j'ai été une fois, on m'a dit non, c'est pas possible. Donc du coup, je suis retournée à l'IGS, revenue, et là on me l'a donné, et je l'ai ramené à l'IGS qui en a fait une copie. Donc pour voir un peu pour essayer de déterminer qui avaient été les personnes qui avaient cassé la caméra et qui m'avaient maltraité. Et donc à la fin ils ont envoyé une petite lettre en disant qu'ils avaient été incapables d'identifier. Et tu avais l'impression que la police avait des consignes par rapport aux images? Ouais. Ah oui, il y avait vraiment des consignes, mais est-ce que c'est... Alors après on me dit oui, c'est dans le 93, ils sont vraiment tous... il y a beaucoup de tensions, ils sont très tendus et ils veulent pas... Ils veulent contrôler l'image, ils veulent rien laisser déborder, quoi. Et non, si, mais il y avait des consignes, hein, ça c'est sûr, parce que ça venait de tous les côtés, quoi. Tous les gradés, pas gradés, il y avait toujours une réflexion. Nous sommes là pour aider à ce que peu à peu notre pays que nous aimons, devienne un pays véritablement de droit. En fait, les autorités devraient remercier le DAL et toutes les associations qui l'aident, devraient les remercier de faire progresser le droit. Et sans le DAL, sans toutes ces associations, sans toutes ces actions... Nous arrivons à la fin de ces 12 ans d'images. Avril 2002, Lionel Jospin fait campagne comme s'il croyait sa place au deuxième tour acquise. Et comme si sa lutte contre le chômage était le seul enjeu important pour les électeurs de gauche. Il se trompe. Il ne mobilise même pas son propre camp. Face à l'alternative de Le Pen, Chirac, qui dans n'importe quelle démocratie anglophone se trouverait probablement derrière les barreaux, est plébiscité. Le règne de la mixité sociale est terminé. On entre dans celui encore plus menaçant et agressif de la sécurité intérieure. Le nouveau ministre de l'Intérieur est un emblème parfait de l'ambiance politique. Les problèmes du monde sont systématiquement tournés sur leur tête. La question n'est pas l'écart entre le Nord et le Sud,
ou l'humiliation des peuples opprimés. Le problème, c'est la lutte contre le terrorisme provoqué par cette humiliation. Le problème n'est pas l'appauvrissement de pans entiers de la société, le refus de redistribuer les richesses pour faire face aux problèmes sociaux. Le problème, c'est le sentiment d'insécurité perceptible chez les possédants et chez les classes moyennes. Un premier combat s'engage tout de suite. Nicolas Sarkozy cherche à criminaliser la prostitution, la mendicité et le squat en réunion. 10 ans d'acquis juridiques du DAL sont menacés. Participant à des mobilisations répétées, y compris devant la mairie de Neuilly-sur-Seine, le DAL arrive à faire retirer l'article de la loi qui le menace le plus directement. Une fois n'est pas coutume dans la période, France 3 suit la mobilisation. Ils sont venus dire non au projet de loi Sarkozy, dans son fief devant son ancienne mairie à Neuilly. Mal logés, militants de droit au logement manifestent contre le projet d'instaurer une amende de 3 000 € et une peine de 6 mois de prison pour les squatteurs. Une mesure qui, pour ces manifestants, ne ferait que criminaliser la pauvreté. L'expulsion existe, le délit de détérioration de biens existe, la police les exécute tout le temps. Il vaudrait mieux réquisitionner en attendant et produire du logement en grande quantité, suffisamment en tout cas pour loger ceux qui sont en situation d'exclusion par le logement. C'est ça la vraie réponse. Mais il faut plusieurs années pour la mettre en œuvre. Au niveau brésilien, le 17 avril se tenait comme depuis 1996 une manifestation internationale des luttes paysannes via Campesina. Entre les militants du DAL, de Droit Devant, d'autres associations proches qui combinent non-violence active et action collective, des alliances et des rencontres se forment. 150 habitants. C'est une histoire de terre, d'une bagarre sur le droit à la terre, d'un remembrement qui s'est en fait... Autour du procès et de l'emprisonnement de José Bové. Pour vous donner une idée, en l'espace de 10 ans, nous sommes passés dans l'agglomération Île-de-France, où la spéculation immobilière bat son plein, nous sommes passés de 309 000 logements vides à 405 000. Ailleurs aussi, en Palestine. Samir Abdallah est derrière la caméra. Théodore Madi. Non, je me lève pas. Chef, il y a la merde. Allez, passez là. Non. Don't do that. Don't do that. Go back. L'invention sera tout aussi nécessaire pour nous qui continuons à fabriquer des images. Très peu des images de cette dernière partie du film ont été fabriquées ou diffusées par les grandes chaînes nationales. Aucun documentaire correctement budgétisé n'a été produit ou commandé, aucun reportage de fond. Un des mouvements de protestation sociale les plus dynamiques et originaux de l'Europe depuis la dernière guerre a pu se déployer dans des conditions difficiles ces 5 dernières années, sans qu'aucune chaîne de télévision nationale n'y trouve un quelconque intérêt. Bonjour. Eh bien, voici venue l'heure d'agrandir son petit écran. Bonjour. Hervé Gutmann, reporter à France 3, commente l'ambiance dans les rédactions des chaînes. Je ne sais pas si c'est une pression politique, je crois que c'est plus une forme d'autocensure. C'est, quand je dis cynisme, c'est-à-dire que quand on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, déjà une fois, c'est très difficile de revenir dessus, quoi. Même moi, je me sens mal. Quand Amara m'appelle, puisqu'il m'appelle souvent, je suis toujours très emmerdé maintenant. Toujours très emmerdé parce que je l'ai fait, j'en ai fait plusieurs. Et il y a un tel consensus de politiquement correct que la misère, ça dérange, quoi. Qu'est-ce que tu appelles politiquement correct aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui? C'est-à-dire que parler des pauvres, parler des gens, des pauvres, des gens différents, des étrangers, ça dérange, quoi. Ça dérange, c'est terrible. Ça dérange tout le monde, tout le monde. Là, ce que je veux dire, c'est maintenant on touche quelque chose qui est que maintenant la misère, on veut la mettre encore plus loin, quoi. Donc, qui dit plus loin géographiquement, dit plus loin des cadres de télévision, quoi. Plus loin de la visibilité médiatique. C'est ça. Ok, alors. Marseille, allez. Il reste Marseille, Lille, Montreuil. Bon, Marseille. Alors, malgré nos difficultés qui ne
Et je crois que ces 12 ans d'expérience montrent que les associations elles-mêmes pourraient modifier la manière dont elles s'approprient l'image. Si on réfléchit à l'association DAL à Paris, par exemple, les caméras sont utilisées pour deux choses. En tant que porte-parole vers l'opinion publique et en tant qu'instrument pour compter le nombre de coups portés par la police lors des manifestations. Sinon, les films, même ceux dont il a été question dans cette compilation, ne servent pas dans la formation de nouveaux militants. Ils ne sont pas projetés pour étendre le réseau des sympathisants autour des familles ou des squats, ni pour provoquer le débat politique dans et autour de l'association. Pour le DAL, les images servent à transmettre, mais pas à travailler. Et donc il faut s'attendre, en tout cas si ce type d'initiative se poursuit dans les mairies de gauche, qu'il y ait des retours de bâton. C'est pas impossible qu'il y ait des retours de bâton. Voilà. En sachant quand même que le principal... Et si c'est vrai pour le DAL à Paris, qui a eu amplement l'occasion pour réfléchir à cette question, c'est une attitude probablement partagée par la plupart des associations militantes ou politiques. Reste un désir inassouvi. Le désir de trouver un autre type de film, moins document, plus fictionnant sur cette question. C'est génial. Ce film n'est pas encore fait. Pourtant, le problème des mal-logés, de l'exclusion par le logement reste, 12 ans après la fondation du DAL, un des traits marquants de nos villes. J'ai trouvé dans les archives du DAL une cassette qui ressemble au début d'un bon film de fiction. Une ambiance nocturne, du suspense, de l'action, des personnages secondaires à la limite de la caricature. C'est ça, vous restez avec elle. Pourquoi je reste avec elle? Mais je suis d'accord avec vous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais au moins, il y a la politesse et la correction de demander avant de rentrer et de... Ah ouais, non, on fera rien. Moi, je vais vous dire une chose, moi, ma bagnole, elle ne raccroche pas là, moi. Mais moi, je ne veux pas le savoir, monsieur. Mais moi, je ne veux pas le savoir. Mais il n'y a pas de problème. Les héros de cette histoire ne sont plus africains ou maghrébins. Des Européens de l'Est sont venus rejoindre les pauvres dans les capitaux occidentaux. Cette cassette, tournée par un militant du DAL, n'a pas été montée. Mais le film sur le logement auquel j'aspire ressemblerait un peu à cela. Immédiat, prenant, filmé du bon côté, très proche, de l'intérieur même de l'action, avec un goût de la vie tel qu'elle se déroule pendant ces moments-là. Aussi été frappé ce soir aujourd'hui. Situé sur une large avenue du quartier Mansour, les dégâts y sont impressionnants. Les lieux. Zuber, la plus grosse commune dans les environs immédiats, accueille la plupart de ces réfugiés. C'est ça que vous demandez, c'est ça. Mais la route est longue et surtout parsemée d'embûches. Dis-moi, Babar, ça te fait pas chier d'avoir des marginaux à la période de transition? Des moyens nouveaux de tournage et de diffusion existent. Les images épouseront forcément la multiplicité des formes de révolte, comme elles épousent les nouvelles formes de guerre et de domination. Distribué aux habitants, on peut lire. Nous sommes ici pour libérer le peuple d'Irak. Notre ennemi est le régime. À nous d'inventer, de produire du nouveau aux côtés de ceux et de celles qui sont dans l'action.
pour que l'injustice de ce monde cesse.